Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 16 avril 2019. Voici les titres. Et si le fromage au lait cru était banni des écoles, le préfet de Haute-Savoie préconise de ne plus en donner aux enfants de moins de 5 ans. Professionnels du secteur et élus s'inquiètent. Ils étaient réunis ce mardi matin à Mainzier. Et c'est une exposition pas comme les autres. Le musée de la Croix-Rouge de Genève vous fait découvrir l'univers de la prison, entre les barreaux d'une cellule et devant des photos. Le but est de se questionner sur les conditions de détention. C'était donc une nuit noire, Clémence, pour la cathédrale Notre-Dame. Absolument. Les flammes ont dévoré une partie de l'édifice dans la nuit de lundi à mardi. La flèche du bâtiment surplombée de la relique du coq s'est effondrée. Le clocher central n'a pas résisté, tout comme la charpente de la cathédrale, baptisée La Forêt en raison des nombreuses poutres de chêne séculier utilisées pour la bâtir. Tout ça est parti en fumée. Une enquête donc a été ouverte par le parquet de Paris. La thèse accidentelle est pour le moment privilégiée. Depuis, des réactions sur les réseaux sociaux se succèdent. Vous allez le voir sur ces tweets. Frédéric Lardet, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, rappelle que la cathédrale a inspiré des artistes de renom. Jean-Claude Carle, sénateur honoraire de Haute-Savoie, reprend dans un tweet la une du journal Libération. La ville d'Aix-les-Bains, elle, salue le travail des pompiers sur place. Ils étaient plus de 400 à lutter contre les flammes. Et puis donc plusieurs appels aux dons se mobilisent. Christian Saint-André, vous êtes délégué départemental de Savoie de la Fondation du Patrimoine. Alors un appel international aux dons a été lancé. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Oui, bonsoir. La Fondation du Patrimoine, effectivement, est relativement spécialisée et a un savoir-faire hors norme dans tout ce qui est de la sauvegarde du patrimoine. Et dès le sinistre hier soir, son président et son vice-président ont lancé cet appel aux dons au niveau français et de façon internationale naturellement. Alors comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors j'ai envie de dire, comme habituellement pour la Fondation du Patrimoine, à savoir que nous avons ouvert immédiatement un compte pour cette collecte nationale et que les gens peuvent donc directement envoyer des dons, soit par l'intermédiaire d'Internet, en cliquant sur le site de la Fondation du Patrimoine, soit en adressant un chèque à la Fondation du Patrimoine. Et alors, tout simplement, pourquoi donner? Pour sauver, pour reconstruire, pour rebâtir ce joyau de notre patrimoine qui a malheureusement beaucoup souffert cette nuit. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en même pas une journée, on a dépassé les 700 000 € de dons. Alors le chiffre peut ne pas paraître très important lorsqu'on en entend les grandes fortunes qui se mobilisent et qui font des chèques absolument extraordinaires. Sauf qu'à la Fondation du Patrimoine, le don moyen est de 10, 50, 100 €. Donc en arrivant à déjà 700 000 €, cela fait déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fait ce don, ont fait des dons. Et c'est un formidable élan de solidarité dans notre pays pour sauver ce beau patrimoine. Est-ce qu'on peut faire un don à n'importe quel moment? On peut naturellement faire un don à n'importe quel moment, d'un n'importe quel montant. Il suffit juste d'aller se connecter sur Internet ou d'envoyer un chèque à la Fondation du Patrimoine directement. Merci beaucoup Christian Saint-André d'avoir été avec nous. Alors pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la Fondation du Patrimoine, fondation-patrimoine.org. Et j'ajoute que la région Aura s'engage à débloquer 2 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Dans le reste de l'actualité, rappel de produits, grave intoxication, la filière du reblochon a connu des derniers mois compliqués. Absolument. Depuis, des contrôles sanitaires ont été renforcés. 700 producteurs sont concernés. Un courrier envoyé il y a quelques jours par le préfet de Haute-Savoie au maire a mis le feu aux poudres. Il conseille de ne plus proposer de fromage de lait cru aux enfants de moins de 5 ans. Une visite était organisée ce matin à Mainzier pour rassurer les élus et les professionnels. Inès Guillemot et Fanette Debuisson étaient sur place. Pendant les vacances scolaires, une cinquantaine d'enfants mangent ici, à l'école du Triolet, à Mainzier. Ce matin, c'était Mental. Demain, au menu, ce sera peut-être reblochon. Mais depuis début avril, les maires, responsables de la restauration collective dans leur commune, ont reçu un courrier du préfet. Il conseille de ne plus servir de fromage au lait cru aux enfants de moins de 5 ans. C'est le fruit d'un travail depuis 1 an pratiquement avec la profession qui a été soumise à plusieurs crises sanitaires, avec des germes plus insidieux, plus nouveaux qu'on connaît mieux, les colis par exemple. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que certaines familles, certains parents se sont inquiétés de savoir ce que mangeaient leurs enfants et s'il pouvait y avoir des risques pour eux. Or nous connaissons maintenant avec les études récentes de l'agence sanitaire des produits à l'ANSES que, en effet, quand l'enfant est tout petit, il est peut-être plus fragile. C'est pas un arrêté que j'ai pris, c'est une lettre circulaire au maire
pour les rappeler les règles que le ministère édicte. Un courrier qui a surpris auprès de certains élus attachés aux produits du terroir. À Mainziers, les habitudes ne devraient pas changer. On va continuer à employer nos produits locaux. On a une ferme qui fait du bio, des yaourts, des fromages, c'est pareil. Hein, les mentales, l'orblochon, c'est tous des produits du terroir. Chez les professionnels aussi, le courrier a étonné. Les discussions avec les services de l'État se poursuivent depuis plusieurs mois et les différentes crises sanitaires qui ont touché la filière du reblochon. Plusieurs jeunes enfants ont été intoxiqués gravement par des bactéries. Les contrôles pourtant ont été renforcés au fil des années chez les producteurs. Un exemple, 5 millions de litres de lait sont écartés sur les 340 millions produits par la filière chaque année, moins d'1%. Ça fait très longtemps qu'on a des recherches de germes dans nos laits. Et depuis, plus les années avancent, plus on a de recherches. Aujourd'hui, nos laits sont prélevés. On a un échantillon prélevé tous les jours pour analyse. Et on mettait 1 heure pour traire. Aujourd'hui, on est sur 1h15, 1h20 parce qu'on met plus de précautions à la traite. On nettoie mieux les mamelles. Le reblochon n'est pas le seul fromage au lait cru concerné. C'est toute la filière qui fait l'objet d'une réflexion au ministère de l'Agriculture. Des dispositions nationales pourraient être prises dans les prochains mois auprès du public sensible, les jeunes enfants notamment. On reparle de la réforme de la justice. Validée par le Conseil constitutionnel au mois de mars, sa mise en application va entraîner la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. De cette fusion naîtront les tribunaux judiciaires. En Pays de Savoie, ils seront au nombre de 5. Albertville, Chambéry, Thonon, Bonneville et Annecy. Le site d'Annemasse deviendra, lui, un tribunal de proximité. Nouvellement installée, la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry et la procureure générale près la Cour d'appel ont présenté des grandes lignes de cette réforme à la presse. On les écoute au micro de Victoria Lopez. Le ministère demande aux chefs de cour, c'est-à-dire premier président et procureur général de chacune des cours d'appel, de faire des propositions de spécialisation de certaines juridictions par département sur des contentieux hyper techniques qui exigent de la part des magistrats une compétence extrêmement spécialisée que tous n'ont pas et dans des contentieux qui ne nécessitent pas forcément une proximité géographique entre le juge et le justiciable. Donc l'intérêt de cette réforme, en tout cas en ce qui concerne l'organisation territoriale de la justice, c'est que pour la première fois, on demande de faire remonter du terrain des propositions d'adaptation d'une organisation judiciaire aux spécificités d'un territoire. La fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance dans le tribunal judiciaire est prévue au 1er janvier 2020. Mais nos propositions sur le terrain, nous devrons les faire remonter à l'administration centrale au 1er octobre 2019. Si nous avons terminé nos concertations avec les avocats, avec les élus, avec les forces vives du terrain, avec les personnels des juridictions, si nous ne sommes pas prêts, nous demanderons à l'administration centrale de bénéficier d'un peu plus de temps. Rendez-vous maintenant avec le premier épisode de notre série de la semaine consacrée à la vie en détention. Le Musée international de la Croix-Rouge de Genève vous propose une immersion dans le milieu carcéral. Forte et décalée, l'exposition en place jusqu'au 18 août propose une réflexion sur la prison par le biais d'une exposition. Une étonnante visite proposée par Jean-Paul Crespi. On regarde tout de suite. Enfermement, exclusion, vie en détention, prison lève le voile sur le quotidien des détenus et propose une réflexion allant au-delà des murs du monde carcéral. Au centre du dispositif, 3 grandes cages orange représentent l'univers de l'enfermement. Contre les murs, un vert parle d'espoir et de liberté. Entre les deux, un espace est laissé libre au questionnement, car l'exposition s'interroge sur l'incarcération et questionne ses visiteurs tout au long d'un parcours qui évite avec habileté tous les écueils. Même si Prison donne la parole à son public, elle force à la réflexion et au dialogue et laisse quelques portes ouvertes pour permettre à chaque visiteur de se déterminer. Nous nous interrogeons sur, pas forcément la sanction qui a été faite à l'égard de cette personne, mais surtout ses conditions de détention, ce qu'on appelle la double peine. Et la troisième conséquence, c'est ce qu'on peut appeler la triple peine, c'est-à-dire la question de la réinsertion de la personne au sein de la société. Le quotidien de la vie en cellule se découvre, parfois décalé. La scénographie en appelle aussi à l'histoire, à la philosophie et à l'anthropologie
pour nous donner à voir cette réalité, une réalité multiple, ambiguë et encombrée de stéréotypes. On n'est pas tombé dans l'idée de dire c'est juste ou c'est faux de punir une personne. C'est pas là-dessus qu'on a travaillé. C'est vraiment sur se demander mais qu'est-ce que la personne vit quand elle est incarcérée, qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté et surtout par la suite, est-ce que vraiment cet acte d'enfermement est justifié et est-ce qu'elle arrive effectivement à sortir une fois qu'elle sort de prison, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Est-ce qu'elle a véritablement appris quelque chose de positif en prison ou bien au contraire, est-ce que c'était l'école du crime et qu'elle en ressort et qu'elle retombe en fait dans la prison? En 20 ans, le nombre de détenus a progressé plus rapidement que la population mondiale. En 2018, 30 millions de personnes de par le monde ont été confrontées à la chaîne judiciaire et carcérale. Et plus de 10 millions de personnes sont actuellement détenues. L'exposition Prison au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nous rappelle le droit humain avec en filigrane une interrogation sur l'efficacité de la prison comme seul facteur de sanction et de réinsertion. Et rendez-vous demain pour un deuxième épisode. Vous verrez que le Comité international de la Croix-Rouge veille au respect des droits humains des détenus partout dans le monde. Une mission souvent controversée mais pourtant essentielle. Malgré une météo compliquée et un brouillard très épais, on va le voir, la Société des Trois-Vallées a inauguré ses nouveaux équipements. La télécabine du Mont Vallon a été entièrement rénovée après 30 ans de bons et loyaux services. La retenue collinaire des Combes a, elle, été agrandie, sa capacité passant de 70 000 à 148 000 mètres cubes. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. La retenue, c'est le point de départ de nombreux investissements qui vont venir dans les 3 prochaines années, puisqu'on va développer énormément sur le domaine de Mottaret la partie neige de culture. On va augmenter de 75% la surface couverte en neige de culture. Et donc le préalable nécessaire, c'était l'augmentation de la retenue collinaire pour avoir suffisamment d'eau pour pouvoir ensuite enneiger toutes ces pistes supplémentaires. C'était devenu indispensable. Aujourd'hui, on sort d'une belle saison où on a eu beaucoup de neige et où tout s'est bien passé. Mais on sait que les saisons peuvent être plus difficiles. Et donc il faut qu'on soit armé pour prévoir une saison qui serait un peu moins abondante en neige naturelle. Donc c'était nécessaire. Ça va nous donner beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de marge de manœuvre au mois d'octobre-novembre. Lorsqu'il s'agit de préparer les pistes, nous aurons du coup une meilleure capacité. Nous pourrons enneiger plus de pistes. Évident qu'il y a eu un changement de culture sur la question de la neige et il y avait des besoins, tout le monde était conscient d'ailleurs des besoins qui étaient présents ici sur ce territoire et l'aide de la région a permis de dynamiser finalement les investissements dans un délai qui est assez court. Nous avons récupéré une partie du retard qu'on avait accumulé au fil du temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanette, je te laisse conclure. Demain, vous retrouvez Sébastien pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée.